Super, merci. Merci infiniment pour cette invitation. Je suis ravie de vous voir toutes et tous ici ce samedi matin. Effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, n'est-ce pas? Moi, moi je traîne à l'opéra effectivement depuis quelques années, puisqu'on m'invite à faire quelques commentaires sur des aspects philosophiques, disons, des œuvres qui sont présentées ici. C'est la première fois que j'interviens, non pas en tant que philosophe, n'est-ce pas, mais en tant que polonaise, ce qui est très curieux et c'est une nouvelle expérience pour moi. Donc je vais essayer de vous montrer la Pologne telle qu'elle n'est pas montrée actuellement par les gouvernements polonais, la Pologne que j'identifie comme celle qui est attachante, celle qui mérite d'être défendue, qui s'est défendue pendant des siècles contre des différents envahisseurs. Et effectivement, la manière dont je vais vous présenter les choses va être, j'espère, un tout petit peu controversée. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'art à proprement parler, je suis spécialiste des usages et des fonctions politiques de l'art. C'est sur cela que j'ai publié. Avant d'aller plus loin, je vais vous commenter cette image que vous voyez ici. C'est une image, c'est une photo d'un des spectacles de Tadeusz Kantor, dont je vais vous parler d'ici quelques instants. Tadeusz Kantor est l'un des metteur en scène absolument emblématique de l'histoire du théâtre polonais après-guerre. C'est un juif polonais, un survivant de la Shoah. Là, vous voyez qu'il est entouré des soldats et des symboles religieux. Et en fait, la Pologne, c'est ça, c'est cette espèce de mélange des ambitions religieuse, de la recherche spirituelle d'un côté, de la nécessité de se défendre et évidemment de cette pluralité pas toujours extrêmement à l'aise. Nous allons y revenir d'ici quelques instants, mais la Pologne n'est pas unie. C'est la chose que je vais essayer de vous montrer, et puisque c'est précisément dans cette absence de l'unité métaphysique ou de l'unité ontologique que réside sa valeur et son intérêt. D'accord ? Donc, comme je vous ai dit, que ce qui m'intéresse, effectivement, c'est l'art comme propagande, et c'est une idée que, évidemment, nous avons tous et toutes, mais à différents degrés, peut-être certaines et certains d'entre vous ont encore cette idée selon laquelle l'art est là pour je ne sais pas, s'approcher du beau, du sublime. Il y a des gens qui ont défendu cette idée tout au long de l'histoire. Je ne les pense pas, évidemment. Je pense que tout art est propagande et que le beau, c'est un outil de la propagande. Et c'est très bien, ce n'est pas du tout une insulte, n'est-ce pas? Mes vêtements aujourd'hui, ma décoration ukrainienne aujourd'hui, ça fait partie de la propagande à laquelle je tiens et que je considère comme une façon d'exister dans l'espace public. Donc tout écrivain, plus encore tout romancier, nous dit George Orwell, transmet, qu'il l'éveille ou non, un message qui conditionne son œuvre dans ses moindres détails. Tout art, effectivement, est propagande. D'accord ? De nouveau, même Orwell ne pense pas du tout que ce soit quelque chose de négatif. Bien, donc disons 2-3 mots au sujet de la nation. Qu'est-ce qu'une nation polonaise? Qu'est-ce qu'une nation tout court? Donc il y a au moins 2 grandes conceptions de la nation. La nation identifiée ou comprise comme une continuité, une identité de sang, qui s'oppose à la conception de la nation comme l'identité des idées. Évidemment, vous allez me dire que la France, notamment dans le contexte de la Révolution, c'est plutôt cette deuxième option qu'elle a choisie. La France, c'est une identité des idées, c'est une communauté des idées. Mais le fait qu'on puisse parler de la France aujourd'hui de cette manière, ça ne va pas de soi. Ce n'était pas comme ça au départ. Effectivement, au début, la continuité de la France se voyait de façon héréditaire. Et la monarchie française, dans sa tradition, était surtout une monarchie héréditaire. Ce n'était pas le cas dans le contexte de la monarchie polonaise, qui était très souvent élective.
Donc déjà, vous voyez une petite différence qui est assez curieuse. Donc évidemment, la France a dû tuer son roi de façon à pouvoir instaurer cette nouvelle identité française qui passe par les idées. Mais c'est en se détachant de cette tradition de l'hérédité, de la noblesse, du sang commun, de la souche, de la race et des ancêtres. Hein, tous ces vocabulaires qui a été étudié par des philologues français notamment, qui ont essayé de comprendre ce qui s'est passé entre le XVIIIe et le XIXe siècle en France. Donc on voit notamment aussi, et ça c'est très intéressant, qu'en France, les distinctions initialement, n'étaient pas des distinctions liées à la diversité, disons, ethnico-culturelle, mais à la diversité plutôt de la noblesse. Hein. C'est la différence du noble. Alors, je cite Ernest Renan, difficile à citer aujourd'hui, certes, pour différentes raisons. Je pourrais dire avec Georges Sand que Renan s'acharne à réparer d'une main ce qu'il détruit d'une autre. Donc c'est le Renan antisémite ou surtout raciste, colonialiste qu'elle a à l'esprit. Mais il y a un autre Renan, c'est le Renan qui pense de façon assez lucide l'histoire de la nation, notamment la nation française, et il nous dit que la différence du noble et du vilain est aussi accentuée que possible. La différence de l'un à l'autre n'est en rien une différence des races, c'est une différence de courage, d'habitude et d'éducation transmise de façon héréditaire. Donc l'idée que l'origine de tout cela soit une conquête ne vient à personne. Donc ce n'est pas un acquis par le mérite, mais bel et bien par le sang qui définissait avant la Révolution ce que c'était que la nation française. Donc, une autre citation de Renan qui me paraît vraiment très intéressante pour nous tous, là on sort de la France, l'oubli et je dirais même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la formation d'une nation. C'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger. Une mise en garde assez intéressante que je laisse sans plus de commentaires puisque vous connaissez ces textes évidemment. Donc, qu'est-ce qu'une nation? Donc, nation, comme je vous ai dit, peut être identifiée par l'autonomie politique, par l'invention d'une communauté des citoyens avec une revendication de l'égalité qui s'est fait autour d'un projet commun. Et c'est une forme politique où la démocratie joue un rôle fondamental. Donc, ces projets en Pologne, bizarrement, ont été aidés par le christianisme. Le christianisme, précisément, avant de devenir nationaliste comme il l'est maintenant dans beaucoup de pays, évidemment, le christianisme a cette idée fondamentale selon laquelle la communauté s'est faite par des idées et non pas par des liens de sang. Vous vous rappelez, hein, l'évangile de Matthieu qui dit, qui fait dire à Jésus que mes frères, mes seuls frères, ce sont mes disciples, merci, et non pas ma mère, ce n'est pas ma mère et mes frères, ce sont mes disciples. Ce rejet de l'hérédité dont le christianisme constitue son essence. Et il y a ce désir cet aspect se retrouve à plusieurs reprises dans le christianisme messianique polonais et dans l'art polonais par la suite. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'une nation polonaise? Je dois très rapidement, et là vraiment je vais entrer à partir de la diapositive suivante dans la question vraiment de l'art, mais je dois juste vous sensibiliser à une notion qui est spécifique à des langues slaves, qui n'a aucun sens en français. La France a cette chance géographique de ne pas distinguer l'identité ethnique de l'identité nationale, disons citoyenne. Être français, c'est être à la fois, oui, voilà, dans des régions où les nations n'étaient pas identifiées à des entités politiques, ou justement des peuples plutôt, n'étaient pas identifiés à des entités politiques, la nation des Naruts, du peuple juif, peuple polonais, peuple kurde, cette notion est devenue effectivement cruciale et c'est elle aussi qui définit l'identité. Est-ce que ici on est obligé de comprendre la notion des Naruts comme une notion ethnique? Je ne le pense pas. Et quand
les Polonais revendiquent le christianisme comme la définition de la nation polonaise, comme ils le font aujourd'hui, le Premier ministre l'a fait récemment, ils oublient que le christianisme est une religion précisément qui rejette initialement, qui rejette tout un ensemble de divisions tribales qui auraient pu, qui aujourd'hui effectivement constituent le leitmotiv politique fondamental de la droite polonaise. Donc, gardons ça en tête et allons un tout petit peu vers les romantismes polonais, juste pour vous parler de 2-3 divisions, 2-3 éléments nostalgiques cruciaux qui vont effectivement former ce que va être la culture polonaise. Puisque Paderewski, donc l'auteur de l'opéra qui a créé un contexte de cette rencontre. Donc Ignacy Paderewski est un romantique tardif, si vous voulez. C'est quelqu'un qui se revendique de cette tradition un tout petit peu contre la modernité de Szymanowski, des autres compositeurs polonais de à peu près la même époque. Sauf qu'il s'agit là d'un romantisme chez Paderewski, d'un romantisme mature, disons, et très politisé. Paderewski lui-même, comme vous savez, a été Premier ministre de Pologne en 1919. C'est lui qui a co-signé le traité de Versailles. Donc c'est un personnage absolument crucial dans l'histoire européenne politique du XXe siècle aussi, mais Paderewski donc se situe dans l'héritage du romantisme plutôt de Adam Mickiewicz que de Zygmunt Krasinski. Zygmunt Krasinski, probablement vous ne le connaissez pas, il est voilà, mais ce qui est la personne que vous êtes susceptible de connaître, c'est évidemment Mickiewicz, qui est un poète et écrivain, professeur au Collège de France pendant plusieurs années, donc francophile et francophone au XIXe siècle. Ils sont tous les deux connus, et ça c'est une jolie chose à savoir, ils sont tous les deux connus pour des pièces théâtrales écrites. Mais les pièces théâtrales écrites en Pologne au XIXe siècle, quand la Pologne n'existe pas, parce que vous savez que la Pologne a cessé d'exister à peu près au moment de la Révolution française, elle a été colonisée par la Russie, par l'Empire austro-hongrois et par l'Empire prussien. Donc, elle n'a pas existé pendant 123 ans et pendant cette période, effectivement, la culture polonaise, comme la culture des autres colonies que vous connaissez, était évidemment une culture plutôt clandestine ou en tout cas vraiment pas promue. Donc, les pièces de théâtre qu'ils écrivaient dans des quantités impressionnantes, c'était des pièces qu'ils écrivaient en sachant qu'elles n'allaient jamais être mise en scène. D'accord ? Donc, une forme théâtrale polonaise particulière, je me demande si ça existe dans d'autres pays colonisés, des pièces de théâtre écrites pour être lues et non pas mises en scène. Donc, il y a cette textualité qui est impressionnante. Mickiewicz, Słowacki et Krasinski écrivent en exil et écrivent sans penser au théâtre. Bien, donc ça c'est un petit aspect qui va peut-être revenir à un moment, et c'est aussi poétique, c'est aussi long et infini, leurs pièces. Bien, donc disons deux mots sur Mickiewicz pour clôturer vraiment cette période romantique classique. Il a dans l'œuvre de Mickiewicz, souvent on a des personnages des Juifs. Ce sont des personnages qui sont présentés évidemment comme autres. Le juif dans la littérature polonaise, comme le tzigane, le rom dans la littérature polonaise, notamment dans les contextes romantiques, il acquiert ce statut de l'autre parce que précisément il y a, bon voilà, il faut définir l'identité de la nation sans frontières et avec l'interdiction d'utiliser la langue, tout cela commence à être un tout petit peu difficile. Mais Mickiewicz, justement, prend position contre Krasinski en disant que quand vous parlez des Juifs, vous ne pouvez pas les caricaturer. D'accord ? Il ne faut pas...
Et donc, il dit que les pièces de Krasinski, il n'utilise pas le mot antisémitisme qui n'existe pas à l'époque, mais que ce sont des pièces qui dépeignent le peuple d'Israël comme n'attendant que le moment opportun pour détruire la noblesse et les paysans, pour achever l'anéantissement du christianisme. Ça, c'est les Juifs dans l'œuvre de Krasinski. Et Mickiewicz dit, mais non, il ne faut pas traduire les jugements de la Providence de façon aussi téméraire, car il n'est pas sans cause providentielle que les Israélites vivent parmi les Polonais depuis tant de siècles et que leur sort est étroitement lié à celui de la nation polonaise. Donc Mickiewicz, qui est vraiment le prophète du romantisme polonais, dit « La nation polonaise s'est définie par la coexistence avec les Juifs ». D'accord ? Donc c'est cette pluralité comme essence que j'essaye de vous montrer ici. Évidemment, comme je vous ai dit, je pense que Mickiewicz, vous les connaissez, Krasinski, vous ne les connaissez pas. Et c'est pour cause, puisqu'il s'agit d'un poète infiniment, d'un écrivain infiniment plus important, plus puissant du point de vue à la fois humain et littéraire. Bien, allons vers notre camarade Paderewski, donc l'auteur des Mandrous. J'ai essayé de lire ses journaux, notamment de l'époque où il écrivait cet opéra. C'était le seul opéra qu'il ait jamais écrit. Et donc, il a dit que je déployais toute mon énergie pour mener à bien un travail qui était un projet très sérieux, qui faisait que toutes les autres choses me paraissaient sans importance. Je décidai de rompre pour un temps les relations avec le monde et en portant le texte, j'ai parti pour la première fois en Italie. En fait, il est resté en Italie quelques semaines seulement, il est revenu à Paris et c'est à Paris que Mandrou a été écrit. Donc Mandrou, pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas encore vu cet opéra, c'est évidemment donc une histoire d'amour entre une fille polonaise et un garçon rome. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que, évidemment, la peinture classique polonaise, et de toute façon la peinture du 19e siècle en général en Europe, quand on montrait les Roms, on les orientalisait. D'accord ? Donc le Rome était curieux, bizarre, beau, mais pas suffisamment pour s'en rapprocher. D'accord ? Ils étaient vraiment autres. Ils étaient autres par leurs habitudes de vie et ils étaient autres par le fait qu'ils ne participaient pas à la culture générale. De nouveau, la culture populaire en Pologne au XIXe siècle gardait en tête que les pays ont divisé en trois et qu'il n'existe pas. Donc, il est divisé en deux sphères linguistiques parce qu'il y a de l'allemand dans la plupart des... Bref, donc tout cela est tout à fait délicat. Ce qu'est fait Paderewski, il rejette complètement cette façon de démontrer les tziganes. Donc, j'utilise le mot tzigane puisque c'est le mot qui est utilisé dans ces contextes. Je vais devoir le réutiliser encore dans des citations. Évidemment, si j'ai parlé de la communauté rome aujourd'hui, je parle de la communauté rome, ça va de soi. Bien, donc, il fait le même geste avec les Roms que Mickiewicz avec les Juifs, pour le romantisme polonais, sauf que c'est le romantisme d'après. Il dit, vous faites partie de ce que nous sommes, le dilemme auquel vous êtes confrontés sont des dilemmes existentiels de chacune et de chacun d'entre nous. Donc le Rome devient chez Paderewski non pas l'autre, mais une quintessence de l'humanité. D'accord ? Donc politiquement, il s'agit d'un geste extrêmement fort. Il s'intéresse à l'esprit Rome, au sentiment de la liberté et le désir de flâner, d'errer. Les Roms incarnent la condition humaine. On peut penser ici, évidemment, aussi à la figure qu'on retrouve chez Mickiewicz de temps en temps, du juif, et partout dans la littérature et dans la peinture. Là, vous avez évidemment un petit bout du tableau de Marc Chagall. Donc, la figure du juif errant dans la mythologie européenne. C'est ça le Rome chez Paderewski. Ce qui était intéressant aussi, c'est que le libretto a été écrit par un juif plutôt assimilé, dont je vais vous parler d'ici quelques instants. À l'époque, le juif Albert Nossi, qui est devenu ensuite militant sioniste. Donc, il a une carrière assez curieuse et
s'il n'est pas célèbre, c'est parfois pour des bonnes raisons. Il a été, pour vous dire les choses telles qu'elles sont, il a été assassiné par les militants juifs dans les ghettos de Varsovie pour la trahison. Et il avait 90 ans à l'époque, il collaborait avec les Allemands. Donc une histoire absolument tragique, voilà. Notamment dans les contextes, je viens de l'apprendre, hein, ça, en préparant cet exposé pour vous, puisque j'étais encore il y a 2 semaines à Varsovie en célébrant les 80 ans on a commémoré 80 ans de l'insurrection du ghetto de Varsovie, à Varsovie même, il y a 2 semaines. Bien, donc, ce qui est important dans cet opéra, c'est que la question de l'identité fixe versus l'identité plurielle est au centre de toutes les discussions, à cette époque-là. D'accord ? Et évidemment, ça m'a fait penser aussi à quelqu'un d'autre, à un penseur d'une tradition absolument différente, Léo Strauss, un penseur, donc un philosophe juif allemand qui est devenu connu pour ses travaux effectués déjà en tant qu'universitaire américain. Et Léo Strauss, dans un de ses textes, dans une préface à un livre sur Spinoza, a dit de façon assez comment dire, énigmatique que le problème juif est une incarnation, et le symbole du problème humain. Ça veut dire quoi que le problème juif est un problème humain? C'est le problème de la diversité. Comment vivre dans un monde essentiellement pluriel? Il y a ce livre dont je vous parlais, je pense à un moment, de Norman Davies, qui a écrit une histoire de la Pologne dans les années 70, une histoire créée pour les lecteurs internationaux. Et le titre de cette histoire, c'est God's Playground. D'accord? Donc un laboratoire divin, un endroit où un bac à sable, de Dieu. C'est l'endroit où Dieu teste ces choses. Bien. Donc voilà pour Léo Strauss. Et pour vous donner un tout petit peu aussi les parfums de ces discussions sur ce que c'est que l'identité nationale et l'identité polonaise en particulier, il y a cette citation ridicule mais charmante de Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, évidemment, s'il y a bien une chose qu'il détestait, c'était l'Allemagne, avec le nationalisme romantique allemand. Il préférait les romantismes polonais, les romantismes justement qui s'opposent à l'identité qui passerait par le sang. Et de façon paradoxale, Nietzsche nous dit dans Ecce Homo, cela m'amène à aborder la question de la race. Je suis un noble polonais pur sang. Ça n'a aucun sens de le dire, en polonais en tout cas. Dans mes veines, il n'y a pas de gouttes de sang mauvais, et surtout pas de sang allemand, dit-il. D'accord? Donc vous voyez quelle était l'image symbolique que portait la polonité dans sa bizarrerie aux yeux d'un Nietzsche à la fin du XIXe siècle. Donc c'était la période de nouveau où la Pologne n'existait pas. Bien, donc là c'est Nozick dont je vous ai parlé, voilà, hein, c'est l'auteur de libretto d'Eman Roux, quelqu'un de tout à fait intéressant, ses sculptures sont formidables, mais il est né à Lviv d'ailleurs, donc en Ukraine aujourd'hui. Mais un destin tragique l'a amené effectivement à mourir juste après quand il a dénoncé aux autorités. Il aurait dénoncé, on n'a pas de preuves définitives, c'était évidemment, le ghetto a été brûlé, donc la plupart des gens ont été assassinés. Mais l'histoire dit qu'effectivement, il aurait dit aux Allemands que les partisans juifs sont en train de préparer une insurrection. Et il aurait même donné une carte des bunkers aux Allemands pour qu'ils puissent trouver les Juifs. Donc ça, c'est une histoire hallucinante. Bien, revenons à des choses plus peut-être drôles, mais c'est même pas drôle. Là, je ne vais pas vous lire toutes ces citations, donc c'est de nouveau le journal de Paderewski, où j'ai trouvé aussi effectivement sa déception liée à la situation de cet opéra en France. Donc c'est vraiment excessivement important que l'opéra soit montré enfin en France, hein. Même s'il est montré en allemand.
En fait, il ne faut pas les montrer en français. La traduction française a été faite, vous voyez, par Catulle Mendes, excellent écrivain et un vrai poète, mais un homme qui n'avait pas des sous et qui faisait tous les qui traduisait tout et n'importe quoi très rapidement. Donc, sa version du livret a été effectivement catastrophique, affreuse et inutilisable, je cite Paderewski. Et il a été donc doublement déçu, une perte matérielle effectivement le fait que l'opéra ne puisse pas être mis en scène en France, pays pour lequel j'avais une affection particulière et où j'avais fait mes premiers pas. Donc voilà l'histoire. Ok, une petite excursion donc de nouveau à l'est de la Pologne, juste pour vous montrer comment à cette époque, donc c'est vraiment l'époque de Paderewski, quelques années, oui, c'est vraiment l'époque où Paderewski écrit son opéra, cette envie de penser l'universel au-delà des divisions et contre les nationalismes, notamment allemands qu'on voyait émerger à partir de ces romantismes du 19e siècle. Ludwig Zamenhof a créé la langue espéranto. Vous connaissez cette langue, elle est affreuse. Je suis d'accord. Néanmoins, le rêve qui est derrière est absolument formidable. C'est Zamenhof qui nous dit, donc Zamenhof, juif polonais, qui a hélas, évidemment, subi tout un ensemble de persécutions de toutes parts. Il nous dit que son éducation a fait de lui un idéaliste. On lui a enseigné que tous les hommes sont frères, et pendant ce temps, dans la rue, dans la cour, à chaque pas, tout me faisait sentir que les hommes n'existent pas. Il n'existe que des Russes, des Polonais, des Allemands, des Juifs. Comme il semblait alors que les grandes personnes possédaient la toute-puissance, je me répétais que lorsque je serais grand, je devrais supprimer ces malheurs. Mais hélas, quelques années plus tard, il était obligé de dire que quand il recevait des honneurs lors du congrès, le 8e congrès mondial d'espéranto en 2012, il a dit donc que si vous devez absolument parler de moi, vous pouvez m'appeler un fils de la terre polonaise. Personne ne peut nier que la terre où mes deux parents reposent et où je travaille, et j'ai intention de travailler jusqu'à ma mort, est ma maison, bien que je ne sois pas un nationaliste. Mais ne m'appelez pas polonais. De peur qu'on ne dise que, pour recevoir des honneurs, je revête le masque d'une nation à laquelle je n'appartiens pas. Donc vous voyez ce qui devait se passer dans cette région aussi pour que les mots comme ça puissent être prononcés. D'accord. Donc c'est cette nation, hein, c'est le mot Narut qu'il utilise évidemment ici. Et effectivement, au niveau de la nation, il n'était pas polonais. Mais en même temps, et comment parler de la polonité si les pays n'existent pas et si on est juif, même si on parle. Bon, tout cela est extrêmement difficile, tendu, mais cette pluralité reste au centre de toutes les préoccupations. Il n'y a pas ici de rejet, il y a une souffrance, il y a un travail sur tout un ensemble de représentations. Voilà pour la période qui effectivement qui concerne la période autour des Paderewski et qui concerne le contexte des Paderewski. Ok, donc passons maintenant vers le XXe siècle. Le XXe siècle, il y a plusieurs choses dont je voudrais vous parler. D'abord le théâtre polonais que j'ai déjà mentionné, qui est un théâtre éminemment politique. C'est un théâtre pauvre, c'est une pauvreté par choix, mais c'est aussi une pauvreté ça tombait bien, hein, parce que le pays était pauvre, évidemment. Hein, on sort de la guerre, tout est détruit, c'est une catastrophe. Et ce théâtre pauvre, effectivement, est représenté notamment par Tadeusz Kantor. Donc ça, c'est une autre photo d'un de ces spectacles. Ce spectacle s'appelle « La classe morte ». Ce qui est intéressant avec ce spectacle, c'est que même encore quand j'étais adolescente, fan des Kantor, vous savez, j'ai des tatouages des Kantor partout, presque, mais je pensais que cette pièce parlait de la mort en général. Je pensais qu'elle parlait de la mortalité humaine, de notre condition de vie. Vous voyez, je lisais Schopenhauer en même temps, donc il y avait quelque chose de... Or non, Tadeusz Kantor, en 1965, évidemment qu'il parlait de la mort en général. Mais aujourd'hui, vous voyez, vous ne pouvez pas ne pas penser à la Shoah.
Donc les théâtres polonais, d'emblée, dès ses origines après-guerre, étaient hantés par la Shoah sans le dire. La conscience, la prise de conscience de la présence de la Shoah chez Cantor, alors qu'on voyait très bien, il était juif, on aurait pu le deviner. Littéralement, on ne le savait pas. Cette conscience est arrivée à la fin des années 90 et dans les années 2000. Donc ça, c'est le premier représentant du théâtre pauvre, et donc sa particularité, c'est évidemment montrer ces paysages après-guerre. Un autre paysage, ah oui, donc ça, il y a quelques autres photos, toujours Cantor, vous voyez. Un autre paysage pluriel, essentiellement pluriel, est associé au théâtre de Jerzy Grotowski, un autre génie donc du théâtre polonais. Il y en avait deux, Cantor et Grotowski. Aujourd'hui, on a Warlikowski et Lupa aussi, mais là, on a affaire à des figures incomparables. Grotowski s'intéressait aussi au judaïsme, mais non pas au vécu ordinaire des Juifs, il n'était pas juif. Il s'intéressait au messianisme juif qu'il considérait comme faisant partie du messianisme polonais. Et il n'avait pas tort sur cela, c'est-à-dire la philosophie des Juifs polonais est tout à fait particulière. Le hassidisme polonais est différent des autres hassidismes. Les théâtres laboratoires, donc comme les mots l'indiquent, c'est évidemment un endroit de toutes sortes d'expérimentations. Voilà, plusieurs publications en français, donc Grotowski aussi, professeur au Collège de France jusqu'en 1998. Il est mort en France, je veux dire, il est mort en finissant sa carrière comme professeur ici. Qu'est-ce qui... là, je ne vais pas vous dire, c'est vraiment... Grotowski est formidable, donc jetez un coup d'œil un jour sur ces pièces qui sont parfois disponibles. La pluralité chez Grotowski, donc c'est le hassidisme messianique, mais aussi l'Orient, bizarrement. Il y a une fascination pour l'Orient, pour l'Inde, etc. Et cette fascination pour l'Orient, moi je l'ai interprétée dans les années 90 comme faisant partie du mouvement hippie, disons, c'était à peu près la même période, les années 60 en Pologne, on savait ce qui s'est passé à l'international. Mais en fait, ce n'est pas forcément cela qui avait lieu. On a découvert de nouveau très récemment que dès les années 50, en Pologne, il y avait plusieurs opéras indiennes et chinoises qui ont été présentés grâce à des amitiés avec des pays frères ou pays sœurs. Et notamment, la culture d'opéra chinois et indien existait. Les gens y allaient, les théâtres étaient absolument remplis, etc. Donc il y avait un phénomène réel pendant une décennie. Donc Grotowski les connaissait là-bas. Ce qui caractérisait ces représentations, je cite Zbigniew Osiński, était le caractère composé où, à côté des louanges pour Joseph Staline et des fragments des opéras contemporains ancrés dans le réalisme socialiste, on pouvait voir aussi des passages étendus, parfois des intégralités des opéras chinois classiques. D'accord ? Donc ça, c'est pour la présence de l'Orient dans les théâtres de Grotowski notamment. Et cet Orient, et mélangé à hassidisme, faisait que les deux figures absolument clés du théâtre polonais sont des figures pour qui la polonité n'est absolument pas un phénomène unique. Donc Grotowski a été très influencé par Martin Buber, notamment, philosophe juif autrichien qui croyait au principe hassidique de l'unification des pratiques religieuses avec la vie quotidienne. Il parlait couramment le polonais, ses écrits étaient très populaires dans la Pologne d'après-guerre. Donc cette idée de l'unification mystique, c'est cette même idée que vous voyez chez Zamenhof, qui est une unification non mystique mais pratique par la langue. Cette recherche de la pluralité qui est un prétexte pour une langue commune traverse toute l'histoire de la culture et de l'art polonaise. Donc, Grotowski, effectivement, pensait que la Pologne était le berceau de la pensée hassidique et que la philosophie hassidique avait influencé les messianismes romantiques des Mickiewicz,
D'accord, donc il confirme ainsi des éléments que je vous ai dit. Donc l'insistance de Grotowski sur l'aspect juif d'Acropolis, qui était sa pièce la plus célèbre, allait à l'encontre, et ça c'est très important aussi, de la propagande politique de l'époque qui construisait l'image d'Auschwitz, Auschwitz très présente dans Acropolis. Donc Auschwitz était présenté dès 45-46 comme effectivement une tragédie humaine et nationale polonaise et universelle. Auschwitz n'était pas juif, Auschwitz était polonais. Et Grotowski a dit non. Non, Auschwitz, les Juifs étaient là à cause de tout un ensemble de processus assez particuliers. Et ce n'est pas cet universalisme qui a de la valeur. Tout universalisme n'est pas formidable. Il doit passer par la pluralité, par la reconnaissance de la diversité pour devenir véritablement universel, et non pas en effaçant la pluralité. D'accord ? Ce messianisme polonais, on le voit encore aujourd'hui dans une version bien moins charmante, n'est-ce pas? Donc ça, c'est cette idée de Mickiewicz où la Pologne est le Christ des nations, et cette idée, évidemment, dans un pays aujourd'hui libre, qui est autonome, elle devient une caricature d'elle-même. Évidemment, là, vous voyez un Christ au sud de la Pologne, il est immense. Vous voyez aussi un bout des processus de la création de ce Christ, etc. Donc là, et le film, un petit bout de film, l'affiche du film que vous voyez, c'est « Nous sommes tous des Christ ». C'est une comédie très célèbre, pas trop mal faite, qui se moque de récente, qui se moque de cet esprit christique de la Pologne. Bien, je vais arrêter de parler de Grotowski, même si j'aurais pu effectivement développer cela, c'est un radiateur essentiel. Vous connaissez sans doute Peter Brook, donc sachez que Peter Brook, que l'intérêt... Peter Brook et Grotowski sont devenus très amis, donc Peter Brook mort il y a un an, réalisateur franco-britannique. Ils se connaissaient, ils se sont rejoints dans leur intérêt pour la culture indienne. Évidemment, vous savez que Brook a mis en scène Mahabharata, mais ils ont aimé l'Inde pour des raisons différentes. D'accord ? Donc ça, c'est assez marrant. C'est-à-dire qu'ils ont découvert l'Inde différemment. D'un côté, évidemment, c'était le mouvement hippie et pré-hippie, etc. C'est cette découverte anglo-saxonne de l'Inde. Et de l'autre côté, une découverte de l'Inde qui passait par le théâtre socialiste. Bien. Donc, maintenant, quelques mots, et là... Tu peux m'arrêter à la limite quand tu veux, puisque là, c'est infini ce que j'ai à dire. Ce sont des choses, par l'ordre d'importance, je dirais, qui témoignent de ce qui s'est passé dans l'art polonais après 1945, quand on s'est rendu compte que parmi les 6 millions de Polonais qui ont été assassinés, il y avait notamment 3 millions de Polonais juifs qui ont disparu, et cette disparition était impossible à gérer intellectuellement. Je pourrais vous parler, par exemple, de Władysław Strzemiński, un avant-gardiste, un peintre, un théoricien de l'art formidable, qui a notamment créé une série de collages. Si vous êtes déjà allé à Yad Vashem, à Jérusalem, vous allez pouvoir voir ces collages là-bas. Il a commencé à les créer à partir de 1945. Cette série s'appelle « À mes amis juifs ». Et là, vous voyez des éléments de photos, donc des photos de la destruction, de la Shoah, liées à la Shoah, et des dessins, des dessins maladroits, des dessins de destruction, des dessins de rupture, des absences. Ce sont des dessins qui peuvent aujourd'hui, je ne sais pas si lui, il avait ça à l'esprit, mais vous voyez quand vous avez un mort, et vous devez, avec un bout de craie, dessiner sur le sol la forme de la personne morte. Ça ressemble à ça. D'accord ? Donc ça, c'est pour la sphère visuelle. Czesław Miłosz, le premier prix Nobel de littérature après la guerre en Pologne. Lisons-le. Pauvre chrétien regarde le ghetto. Que lui, aux Juifs assassinés, dirais-je, moi, le Juif du Nouveau Testament. Donc, un Polonais se voit comme un Juif du Nouveau Testament. D'accord ?
qui depuis 2000 ans attend le retour de Jésus. Mon corps cassé me révélera à son regard et il me comptera parmi les aides de la mort, les non-circoncis. D'accord? Donc ça, c'est un autre prix Nobel, Wisława Szymborska, 96 pour... elle nous dit cette chose en 57. « Ne saute pas dans le vide, prénom David. Ces prénoms te condamnent pour toujours. Ces prénoms, on ne les donne à personne. Il est trop lourd à porter ici. » Olga Tokarczuk, un autre prix Nobel, décidément, de 2018, cette fois-ci. Je ne vais pas vous donner des citations, mais là, c'est tout simplement son livre qui a eu le prix Nobel, qui est un livre sur l'absence. Le livre de Jacob, évidemment, publié en français il y a plusieurs années déjà. C'est un livre sur l'étrangeté, très actuel dans le contexte des temps de réfugiés aux portes de l'Europe. Mais c'est un livre sur les Juifs. Et sur un Juif, notamment, c'est une histoire d'un type qui, à travers un grand voyage, essaye de comprendre son identité juive dans cette Europe de l'Est multiple. D'accord ? Marek Chwaszko, mon écrivain favori de l'adolescence, lisez-le, il est absolument formidable, il n'est pas juif, mort très jeune. Citation absolument renversante. « Toute personne qui croit vraiment en Dieu devrait porter autour de son cou une étoile de David à côté de la croix. Et cela tant que le dernier antisémite ne sera pas tué, tant que son corps ne sera pas transformé en cendres, accueilli par la terre, patiente, bien qu'embarrassée. » D'accord. Tadeusz Konvitzki, mon deuxième écrivain favori. « Tous les acquis de l'humanité se sont effondrés après la Shoah. Les gens ont effectivement participé au génocide. Quelqu'un a dû les influencer, quelqu'un les a formés. Donc la responsabilité collective. » Dans les années 60, en 68 en particulier, donc vous savez, évidemment la Shoah c'est une chose, en 68 il y avait un événement qui s'est produit, une mise en scène des djihadis, des aïeux, de toujours Adam Mickiewicz. C'est Dziady, donc c'est un drame romantique, classique, qui évidemment montre une certaine Pologne, cette Pologne de Mickiewicz dont je vous ai parlé, cette Pologne qui résiste à l'uniformisation par l'Union soviétique, et cette Pologne qui manque, qui exprime l'absence, la tragédie de l'absence juive. Cette pièce a été interdite après quelques représentations, a été interdite et donc ça a provoqué en mars 68 un mouvement intellectuel, un mouvement énorme de protestation partout en Pologne, des arrestations, une ouverture du mouvement antisémite ouvert, accompagnée évidemment par les événements de 67 dans le monde arabe et israélien. Et tout cela a provoqué la seule, mais absolument impressionnante, campagne antisémite en Pologne en 68. Donc, à peu près 15 000 juifs ont été demandés des partis. À cette époque, il y avait, on estime, autour de 30 000 juifs en Pologne qui sont restés. 15 jusqu'à 20 000 d'entre eux ont été demandés des partis. On les enlevé les passeports. On leur a donné des documents qui leur permettaient de quitter la Pologne, mais plus jamais revenir. D'accord ? Donc ça, c'est le mars 68. Tout cela provoqué, en un sens symboliquement, par cette pièce. Je vais revenir à cet événement, qui est très peu connu en France, mais qui est absolument bouleversant. Tadeusz Konvitzki, que je vous ai cité à l'instant, il a filmé une version de Aïeux, de Mickiewicz, en 89. Et pour lui, ces aïeux, ces drames du 19e siècle, évidemment qu'ils ne pouvaient être compris aujourd'hui qu'à travers Auschwitz. Donc le monologue fondamental, j'aurais adoré vous le lire ici, mais évidemment non, le monologue fondamental existentiel, tragique de cette pièce Aïeux est prononcé par Holoubek, que vous voyez, contre un fond noir, et il est orné, pour ainsi dire, des images que vous voyez ici. D'accord ? Donc, voilà. Oui, Kieślowski, lui aussi, il nous dit... Donc, le cinéma s'est emparé de cette question, de cette absence aussi. Kieślowski, que vous connaissez, réalisateur français, n'est-ce pas ? Qui nous dit que
ce n'est que maintenant que je réalise à quel point il est bon pour un pays de ne pas être ethniquement pur. Donc même lui, il était séduit par l'illusion donc soviétique, autour soviétique, de l'unification de l'unification ethnique illusoire de la Pologne. La Pologne n'a jamais été unifiée. Bizarrement, le soviétisme, je n'utilise pas le mot communisme, ce n'était pas un communisme, c'était un soviétisme. Le soviétisme polonais était un soviétisme nationaliste et monoculturel, bizarrement chrétien, dans le mauvais sens du terme, pas dans le sens que j'ai évoqué en parlant du christianisme de ses origines. Donc là, c'est des éléments du cinéma, je ne vais pas les commenter, mais si vous voulez, je laisse ces diapositives ou je vous les envoie si vous êtes intéressés pour vous donner quelques titres des autres films qui mentionnent cette absence. Ces deux films notamment mentionnent l'absence des Juifs de mars, de ceux qui ont été chassés en mars 68. Donc là, ce n'est pas la Shoah qui est mentionnée, c'est mars. Voilà pour cette période d'immédiat et de pas immédiat après-guerre. Vous allez me demander, mais qu'en est-il de Rome dans ce contexte? La musique, l'art Rome, la musique populaire Rome, etc., a été, contrairement à la culture juive, a été très appréciée, disons, par les régimes soviétiques, pro-soviétiques, donc, et ça a été complètement orientalisé, et il y avait une espèce de mythologie autour de la liberté, de l'authenticité Rome, et bizarrement qui se retrouve même dans des écrits des auteurs contemporains que j'apprécie beaucoup, mais il y a l'oriental. Voilà, la culture Rome, elle n'a toujours pas vécu son émancipation contre l'orientalisation, pour utiliser l'expression évidemment de Edward Said quand il parlait de l'Orient instrumentalisé et exotisé par les colonisateurs. Bon, je ne vais pas vous lire tout cela parce que c'est plutôt embarrassant. Quelques autres images avant de terminer. Donc, je vous ai donné quelques éléments de après 45, donc après la Shoah et après mars 68. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe après 89? Si vous êtes allé à Varsovie, vous avez peut-être vu dans un endroit qui s'appelle d'ailleurs Rondeau de Charles de Gaulle. Donc, à côté du monument de Gaulle, on ne le voit pas, mais peut-être qu'on va le voir sur d'autres photos, il y a ces palmiers. Vous allez vous dire, mais c'est ridicule. C'est quoi ces palmiers? Évidemment, c'est un palmier en plastique. Vous savez pourquoi il est là? La rue sur laquelle se trouvent ces palmiers s'appelle les Allées de Jérusalem. Au milieu, la plus grande rue de Varsovie s'appelle les Allées de Jérusalem. Varsovie se rappelle. Ça n'a jamais été changé. Sur cette allée de Jérusalem, une artiste, je vais vous montrer tout de suite, voilà, donc l'artiste que je cite ici, Joanna Ratajkowska, elle s'est dit à un moment que si les Juifs reviennent un jour, même pour quelques jours, même pour voir Varsovie, s'ils reviennent d'Israël, il faut que Varsovie leur rappelle Israël un tout petit peu. Ce n'est pas possible qu'un truc qui s'appelle Allée de Jérusalem soit aussi dépourvu de la présence israélienne. Voilà. Donc, que vous manque-t-il à Varsovie? On lui demande à Joanna Ratajkowska. La variété de cet autre monde. Les Juifs, dont l'absence présence est évidente dans le nom même de cette rue principale de Varsovie. Non pas un petit groupe d'assimilés. Ce qui manque, ce sont les personnes au sens fort du terme, qui manifestent leurs différences sans être embarrassées. D'accord? Donc, c'est ces palmiers-là qui se retrouvent à Varsovie dans une version un tout petit peu en plastique, mais ça reste toujours charmant. Donc, vous voyez, avec une météo un tout petit peu moins clémente, c'est tout à fait marrant. D'autres artistes, encore plus contemporains, là, c'est une œuvre de 2010. Ce que vous voyez, pour les polonophones d'entre vous, c'est juif, vous me manquez. D'accord? Des graffitis partout comme ça en Pologne. C'est Rafał Betlejewski, un artiste non juif qui les faisait dans les années 2010. Là, vous les voyez en version
en version anglaise dans différents endroits. Piotr Paziński, qui est l'une des figures clés du renouveau de la vie juive en Pologne aujourd'hui, il doit avoir une petite cinquantaine actuellement, il nous dit donc « Je suis heureux de voir en Pologne le développement des études juives, le yiddish, l'hébreu, les études sur la Shoah, l'histoire, la sociologie, le livre, ils resteront. » Effectivement, ce qui restera aussi, ça c'est un endroit dont peut-être certains d'entre vous m'ont entendu parler, c'est les musées Pauline. En fait, là, ce que vous voyez sur cette image, ce n'est pas seulement le musée Pauline, c'est aussi le monument des héros du ghetto de Varsovie, les monuments faits en 47-48 par Nathanael Rapoport. Donc, à côté de ces monuments, il y avait un vide pendant 50 ans. Un vide absolu, c'était l'endroit où il y avait le cœur du ghetto. Ces monuments ont été donc occupés depuis une dizaine d'années par ces musées. Musée Pauline voulant dire Pologne en hébreu, en yiddish. Et c'est un musée qui se présente comme un musée des 1000 ans de la vie juive. Ce n'est pas un musée de la Shoah. Là, vous voyez une autre image de celui-ci, de ce musée. Là, vous voyez aussi l'Institut historique juif à Varsovie, où se trouvent des archives absolument formidables. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous voulez, je peux vous faire un jour une histoire de tout ce qui se trouve là-bas, qui est fascinant. Là, c'est une petite exposition au musée Pauline dont je viens de parler. C'est une exposition étranger à la maison. C'était l'exposition sur cet épisode honteux de mars 68, de cette expulsion, de ce dernier exode de Juifs de Pologne, avec des mini-manifestations comme ça, donc, où effectivement, là c'est une photo que j'ai prise, puisque j'y étais à l'époque, donc en 2018, lors de ces événements commémoratifs tout à fait touchants. Bien, j'aurais pu vous parler par exemple de Wilhelm Sassenal aussi, un peintre qui a été exposé au musée Pauline, de nouveau, avec un tableau célébrissime. Vous voyez, la Pologne et Israël sont des pays voisins, avec des espèces cette esthétisation curieuse et troublante de camp d'Auschwitz, évidemment, avec les touristes qui y vont en voiture, complètement dérangeant. J'aurais pu vous parler d'Elżbieta Janicka, qui est à la fois chercheuse, mais aussi photographe, qui a fait quelque chose comme ça, qui a fait des tableaux, des représentations des camps de la mort. Elle ne savait pas le faire autrement. Elle s'est dit que c'est la seule chose qu'on peut montrer, le vide, l'absence. J'aurais pu vous parler de Yael Bartana, une artiste israélienne qui s'est installée en Pologne pendant un moment et qui a imaginé Jewish Renaissance Movement in Poland, le mouvement de la Renaissance juive en Pologne, qui est quelque chose d'absolument fascinant. Et de nouveau, ça mérite un exposé à lui-même. Mais, puisque je dois m'arrêter, je vais vous laisser avec ces poèmes de Stanisław Barańczak, un traducteur et un poète polonais qui était professeur à l'université de Harvard. Et c'est un poème qui a accompagné notamment l'exposition au musée Pauline sur mars 68. C'est un poème sur l'exil des Juifs, sur l'exil aussi des prisonniers, sur l'exil des différents, des gens qui ne pouvaient pas être ce qu'ils voulaient être, donc l'exil qui était forcé au XIXe siècle, et ensuite évidemment entre 45 et 89. Donc, je ne veux pas vous les lire en entier, mais vous voyez déjà l'esprit, si porcelaine, alors seulement celle qu'on ne va pas trop regretter si elle s'écrase sous la botte d'un déménageur ou sous la chenille d'un char. Pardon, c'est ma traduction, donc sans doute il y a plein de fautes. Si fauteuil, alors il ne faut pas qu'il soit trop confortable. On ne doit pas être triste si on a à se lever pour partir. Si vêtements, alors qu'il ne faut pas plus que ce qu'on peut emporter dans sa valise. D'accord ? Qui t'a dit que tu pouvais t'habituer? Qui t'a dit que quelque chose puisse être éternel? Ne t'avais-tu... Bon, bref, tu as entendu que tu ne te sentirais jamais dans ce monde comme chez toi. Pardon, là, il y a des fautes affreuses, mais vous voyez l'esprit. Donc voilà ce qui n'est pas faisable, c'est cette essence. S'il y a quelque chose d'essentiel à l'histoire polonaise à côté de cette pluralité
fondamentale, c'est évidemment cette situation de l'échec, de la fuite, de la recherche, du mouvement et de la non-stabilité. Donc si quiconque essaye aujourd'hui de donner, comme le fait évidemment le Premier ministre Morawiecki, comme le fait Kaczynski, de montrer la Pologne en tant que rempart du christianisme militant contre l'Europe décadente, hein, je cite évidemment Morawiecki à Heidelberg il y a quelques mois, c'est un mensonge. Hein. Ce n'est pas ça, la Pologne, même si nombreux ont été ceux et celles qui ont essayé d'en faire ces monstres hostiles. Donc j'espère que je vous ai convaincu effectivement de cette pluralité, parce que ce n'est même pas une dualité, c'est un ensemble de cultures foisonnantes qui mérite d'être préservé dans cette non-essentialité. Merci.